Salut! Moi, c'est Madeleine. Jay? Jay, qu'est-ce que tu fais? Faut faire le message de début d'émission, là. Ça me tente pas. Oh, envoyez un petit effort. Le radio-roman que tu t'apprêtes à écouter a été écrit par des artistes, pas des professionnels de la santé mentale. On a fait des recherches, ça reste une œuvre de fiction. C'est ça, là. Peux-tu retourner me coucher, là? Ça va-tu, toi? Il me semble que t'es pas aussi énergique que d'habitude. M'en va me coucher, là. Bon. Ben, écoute, c'est ça, là. Prends pas tout ce qu'on dit pour du cash. Puis sur ce, l'épisode parle aujourd'hui de dépression. Bonne écoute! Bon, ben, une autre semaine de fête, hein, Bernadette? Hey, ben, Blanche. Ah, ça va faire du bien de se reposer un peu. Il me semble que je voyais pas arriver le bout. Je vais répondre. Laissez ça à la boîte vocale, Bernadette. L'équipe de fin de semaine va s'en charger. Ah, vous avez bien raison, docteur Duberger. Bon, fait que vous autres, c'est quoi vos plans pour la fin de semaine? Pleurer en petite boule dans mon lit. Mon doux, Marc-en-Ciel, c'est beaucoup trop de joie de vivre, ça. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, cher? Christopher, il est mort hier. Ah, mon Dieu, toutes mes condoléances. Christopher, c'est ton copain? Non. C'est mon cacatoès. Vous vous mettez dans cet état pour un oiseau? C'est pas un oiseau. C'est mon ami depuis que je suis au monde. Ma mère, elle l'a acheté quand elle a fait un voyage en Australie à 18 ans. Coudon, il avait quel âge? 38 ans. Pis c'est jeune, ça, pour un cacatoès. D'habitude, ça vit 50, 60 ans. Tout ça pour dire... J'ai perdu mon meilleur ami. Puis pourquoi tu nous en as pas parlé? Je voulais pas vous déranger avec ça pis miner le moral de l'équipe. Excusez-moi. Ah, mon doux, excusez, j'ai fait un saut. Oui, bonjour, je peux vous aider? C'est bien ici, le département de psychiatrie? Ah, oui, mais là, l'accueil est fermé, par exemple. C'est pas une visite. Non, faut que je parle avec un psy. Est-ce possible pour vous de revenir lundi matin? Nous n'avons pas de psychiatre en poste pour la fin de semaine, mais il me fera plaisir de vous rencontrer lundi à la première heure. C'est à cause que si vous me laissez repartir d'ici, je vais me suicider. Bon. Eh bien, mon cher, c'est votre jour de chance. Je n'avais rien de prévu pour la soirée. Par ici, je vous prie. Bernadette, veuillez contacter ma conjointe pour lui dire que je serai en retard à notre souper d'anniversaire. Oh, qu'est-ce qu'ils se disent là-dedans? Oh, c'est quoi qu'ils se disent? Blanche? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas sur le chiffre de soir? Ben, tu vois bien, Lambert, j'essaie d'entendre ce qu'ils se disent dans le bureau du berger. Je pense pas que d'écouter aux portes, ça fasse partie de tes tâches connexes. À moins que j'aille vraiment mal lu mon contrat, là. C'est à cause que... Il y a un monsieur dans le bureau, il s'appelle Jérémy, il dit qu'il va se tuer. OK. Pis? Ben, puis il faut faire de quoi? Parce que sinon, Jérémy, là, il va se suicider. OK, mais pourquoi tu capotes? On va s'en occuper de Jérémy, là. Là, elle rentre chez toi, puis profite de ta fin de semaine. Je peux pas profiter de ma fin de semaine. Pas en sachant que je pourrais rentrer lundi puis le trouver pendu ou je sais pas quoi. Non, ce que je vais faire, je vais passer la fin de semaine ici. Comme ça, s'il veut se suicider, je vais être là pour l'aider. Ouais, drôle de tournure de phrase, là. Ah, arrête de niaiser, puis aide-moi donc à m'installer, là. La chambre 18F est encore libre. Je vais m'installer là pour la fin de semaine. Blanche, on s'en occupe, OK? On va le surveiller, puis on le laissera pas se faire de mal. Puis de toute façon, en connaissant le docteur Duberger, il va le bourrer de pelules pour le garder tranquille. Ce gars-là a une seule technique d'intervention, le coma artificiel. Je sais bien. OK. Mais s'il arrive de quoi, tu m'appelles? Non, tu rentres chez toi, puis tu décroches. Oh! Décroche. Ouais, décroche, elle est bonne. Hey, hey, hey! Bon matin, Blanche! Pis, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Oh oui, Michel. On a-tu des nouvelles de Jérémy? Bon, parle-moi de ça. Moi,
je me suis occupé de mon jardin, j'ai rattrapé mon retard dans mes casse-têtes, puis j'ai coupé les cheveux à Judith. J'aurais dû me payer un vrai barbier. Il m'a presque défiguré. Oui, Judith. Comment il va, Jérémy? Je sais pas. Mais je m'en allais justement à sa chambre pour voir comment il est habillé. C'est quoi, t'as besoin de conseils de mode? En plein ça. J'ai une date avec Judith ce soir, puis je veux être sur mon 36. Oh, j'aimerais mieux que t'aies ta shape de quand t'avais 36. J'y vais avec toi. Ben là, la date, c'est juste pour moi puis Michel, là. Voir Jérémy. Bon, comme tu veux. Pourquoi t'as besoin de savoir comment il est habillé? Vu qu'il est suicidaire, il faut qu'on le surveille aux 15 minutes. Puis comme j'ai pas le temps, je délègue ça à un préposé volant. Fait que j'ai besoin de savoir comment il est habillé pour lui dire « Hey, toi, watch le patient qui a une chemise rouge! » J'imagine que c'est trop difficile de lui dire « Surveille Jérémy ». Les préposés volants sont là pour la journée. Ils ont à peine le temps d'apprendre mon nom qu'ils sont partis ailleurs. Ils apprendront pas le nom des patients certains. Puis tu fais quoi si le patient il se change dans la journée? Je... Oh, hey, regardez donc ça, on est arrivé. Toc toc. Je suis Blanche, ton infirmière. Je peux entrer? Jérémy? Oh mon dos, il s'est suicidé! Hey! Attends avant de capoter. Tasse-toi, Michel, je défonce la porte. Et misère. Elle est ouverte, la porte. OK, Jérémy, je rentre. Jérémy! Oh, il est correct, Michel. Il est correct. Bon, ben, je pense qu'on vient de trouver le tannant de la gang. Bon, là, Jérémy, franchement, qu'est-ce que tu fais encore dans ton lit? Il est 9 heures, puis regarde là, t'as même pas mangé ton déjeuner. Regarde là, comme le monde de la cafétéria ont travaillé fort pour te faire un bon déjeuner. Blanche, si ton but c'est de lui remonter le moral, j'éviterais de lui parler de la bouffe de la cafétéria. Puis de la cafétéria tout court. Enfin, mon homme, c'est l'heure de te lever. Allez, un petit effort, la journée est commencée. Pourquoi j'ai l'impression de parler à mon ado? Attends, je m'en occupe. Là, Jérémy, as-tu l'intention de passer la journée au lit? Je vais prendre ça pour un oui. Bon, ben, c'est réglé. Bonne journée, Blanche. Attends, là, t'es sérieux? S'il est pour passer sa journée au lit, tant mieux. Mes préposés auront pas à lui courir après. On a juste à leur dire checker le gars habillé en drap contour. Franchement, tu peux pas prendre ça à la légère de même? Il est suicidaire, pauvre petit. Blanche, je peux-tu te parler en privé 2 secondes? Oui. Regarde bien, Blanche. On lui a enlevé tous les objets avec lesquels il pourrait se blesser. Tout ce qui lui reste, c'est ses draps. Mais tu le vois comme moi, il a même pas l'énergie de se lever puis de manger, ou même de parler. Penses-tu qu'il est en mesure de déchirer ses draps pour se pendre avec? Ben là, En ce moment, je m'en fais pas. Parce que le risque de passage à l'acte est vraiment faible. C'est quand il va recommencer à avoir de l'énergie qu'il va falloir l'avoir à l'œil. mais si tu te trompes... C'est quoi, là? Tu penses qu'on sera pas là pour le surveiller? Qu'on fera pas notre job? Non. Mais il souffre. Oui. Mais on peut pas le laisser souffrir comme ça. Non. Mais ça, c'est la job des psychiatres de faire en sorte qu'il aille mieux, OK? Puis ta job, c'est de t'assurer qu'il prenne ses antidépresseurs. Puis ma job, c'est de m'assurer qu'il soit vivant pour les prendre, OK? À chacun son métier, puis les suicidaires seront bien gardés. Mais voyons, Michel, t'es bien bête un matin. Pis toi, je te demande ce que t'as fait de ta fin de semaine, t'es même pas fichu de me donner un semblant de réponse. Pis moi, je suis là, à me forcer à sourire puis à faire du small talk, comme si j'avais pas le cœur déchiré parce que ça fait 3 ans, jour pour jour, que ma femme Judith est morte du cancer. Oh, excuse-moi, Michel, je le savais pas, je suis tellement désolée. Oh, c'est pas grave. Tu pouvais pas savoir. Là, excuse-moi, je vais aller m'enfermer 5 minutes dans la conciergerie, et ça n'a rien à voir avec le fait que je veux pas que le monde me voie brailler. Bye, Blanche. Bye, Judith. Judith. Bon, qu'est-ce que je fais avec Jérémy?
Bon, là, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Envoie, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête, là. Je veux savoir. Oh, pourquoi tu me parles pas? Je veux t'aider. Je suis là pour toi. Bon, écoute, si tu veux pas me parler, je pourrais rentrer dans ta tête. Puis là, je saurais ce qui se passe, puis je pourrais te sauver. Et pour ça, j'ai besoin de ton accord, tu comprends? J'ai besoin que tu me dises « Oui, Blanche, c'est correct, tu rentres dans ma tête. » Es-tu capable de dire ça? Non, c'est pas un oui, ça. J'ai besoin que tu me dises « Oui, j'ai besoin que tu me laisses comprendre ce qui va pas avec toi. » S'il te plaît. Hey, hey, Blanche! Toc, toc, je peux rentrer? Allô, Marc-en-Ciel? Ben oui, rentre. J'étais juste en train de... Ah, ben, dérange-toi pas pour moi. Je suis juste venu faire un petit exercice psychosocial pour aider notre ami Jérémy à exprimer ses émotions. Ça te tente-tu, mon Jérémy? Bon, parle-moi de ça. Ah, regarde, c'est bien simple. Je t'ai amené une feuille blanche, puis des crayons de couleur. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de prendre les crayons de couleur pour colorier tes émotions sur la feuille. OK? T'es-tu capable de faire ça, Jérémy? Je pense pas qu'il est en état de faire des exercices en ce moment. Ben voyons. Ah, regarde, Jérémy. La feuille pis les crayons sont sur ta petite table. T'as juste à te lever puis à venir colorier. Allez! Ah, allez! T'as juste à te traîner jusqu'à ta table. Ouais. Marc-en-Ciel, on dirait que t'as passé par-dessus la mort de ta perruche. Mon cacatoès! Mais t'as raison. J'ai pensé à autre chose. C'est du passé, tout ça. J'y pense même plus. C'est déjà réglé. Tout est tiki tout lai. La vie est belle, hein, Jérémy? Hein, que la vie est belle, hein? Ah ouais! Lève-toi puis viens colorier tes émotions. Wouh! Blanche? Ah, qu'est-ce que tu fais encore dans la chambre de Jérémy? Ah, Lambert. J'essayais de lui faire prendre ses antidépresseurs, mais il veut pas y prendre. Ouais, ça doit sûrement pas aider que t'ailles laissé ses pelules dans le bureau. Ah. Ben oui, hein, c'est bête. Tiens, Jérémy, v'là tes médicaments, ton petit verre d'eau, ah ouais, santé, chin-chin, pis tout le reste des guédines, je suis dans le jeu parce qu'apparemment, je suis le seul infirmier qui réalise qu'il y a des rondes à faire ici. Hein, Blanche? Ah, j'ai pas une réponse, ça. C'est tout ce qu'il dit. Correct. Blanche, je te laisse lui faire prendre ses pilules. Moi, je vais aller voir si on a un protocole pour intervenir auprès d'un zombie. Bon, ben, y a rien à faire aujourd'hui. Mais je vais revenir demain, OK? Demain est un autre jour! Ah, Lambert, Blanche, Marc-en-Ciel, je suis content de vous trouver ici. Docteur Duberger, on peut vous aider? Oui, je voulais vous présenter une nouvelle venue dans l'équipe, la docteure Rebecca. Bonjour. Salut! Hey, bienvenue dans l'équipe! Allô? Hey, c'est ça. Docteur Rebecca est psychologue et... Je suis capable de me présenter moi-même. Merci. Je suis psychologue, spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale. Les thérapies cognitivo-comportementales visent à modifier les schémas de pensée dysfonctionnels de l'individu, car... Est-ce que vous vous sentez constamment obligé de tout leur expliquer avec condescendance? Bien sûr que non. C'est simplement qu'ils ne connaissent pas toutes les nuances de notre profession, et je veux m'assurer que tout le monde est en possession les connaissances requises pour faire... Je suis persuadée qu'ils en connaissent plus que vous le pensez. Et j'assume que ce sont des adultes responsables et qui vont poser des questions s'ils connaissent pas quelque chose. J'y donne pas une semaine. Une semaine? J'y donne même pas une journée. Moi, j'en aurais une question. Est-ce que votre thérapie de la pensée, là, ça peut aider Jérémy? Jérémy Chauveau. Dépression majeure avec idéation suicidaire. Il est entré de son propre gré vendredi dernier. Et quel est son état actuel? Couché, madame! Il a pas dit un mot depuis qu'il est entré. Il se lève même pas pour aller à la toilette. Ouf. Dans ce cas-là, en ce moment, la thérapie sera pas d'une grande utilité. Docteur Duberger, j'assume que vous lui avez prescrit un antidépresseur. Oui, un inhibiteur de recapture de la sérotonine. Bon. Ben alors, je vais attendre que la médication le sorte de sa catatonie. Ensuite, je vais voir avec lui quel schéma de pensée dysfonctionnelle l'ont mené à la dépression. Allons donc. Comme si les pensées pouvaient mener à la dépression. La dépression est causée par un débalancement des neurotransmetteurs dans le cerveau. Les pensées n'ont rien à y voir. C'est pour ça qu'on traite la dépression avec des antidépresseurs. La thérapie.
Vous prétendez sérieusement pouvoir guérir un débalancement neurochimique avec des paroles douces? Et puis quoi encore? Vous allez prétendre pouvoir guérir le cancer en lisant des poèmes? Ah, ça serait une bonne idée. Attendez! Oh my god, ça me donne une autre idée! J'espère que je manque du réseau ici. Yes! Voir le possible là où les Bien. impossibles. Si les antidépresseurs sont si efficaces, expliquez-moi pourquoi ils fonctionnent pas dans le tiers des cas de dépression. Parce que... Tant que vous y êtes, expliquez-moi pourquoi on prescrit de plus en plus d'antidépresseurs, mais que le nombre de dépressions continue à augmenter quand même. Eh bien, c'est simplement que, faute d'un accès facile à un psychiatre, la grande majorité des antidépresseurs sont prescrits par les médecins de famille qui peuvent facilement faire des erreurs de diagnostic. Ah! Vous déplacez la responsabilité des échecs de la psychiatrie moderne sur le dos des médecins de première ligne. Intéressant. Pas du tout. Je ne les blâme aucunement. Ce sont des professionnels qui font un travail incroyablement complexe et exigeant. Mais ces médecins ne sont pas spécialisés dans la détection de maladies mentales. Et les symptômes de la dépression sont parfois vagues et similaires à ceux de bien d'autres maladies, ce qui augmente la possibilité d'erreurs de diagnostic. Il faut ajouter à cela le fait que les médecins de famille sont payés à l'acte. Alors, ils n'ont aucun incitatif à prendre le temps de discuter en profondeur de la situation de chaque patient. Et puis, n'oublions pas que les gens qui vont voir un médecin s'attendent à ressortir avec une prescription. Ah, c'est vrai. Une fois, ma médecin m'a dit « Elle t'a juste besoin d'un peu de repos. Elle rentre chez toi, elle prend ça relax, puis ça va passer. » Puis, J'ai changé de médecin! si tout ça est vrai, alors c'est triste. On pourrait grandement réduire le nombre de dépressions si les médecins prescrivaient des changements de mode de vie plutôt que des médicaments. On pourrait leur prescrire de faire de l'activité physique régulière, de prendre des vacances ou d'adopter de meilleures diètes. Oui, ce serait l'idéal si on vivait tous dans votre monde magique de licorne. Mais dans la réalité, les patients qui entrent chez le médecin ne veulent pas se faire dire qu'ils doivent changer quelque chose à leur vie. Ils sont fatigués, démotivés, épuisés, et ils s'attendent à ce que le médecin leur prescrive un remède miracle qui va instantanément les remettre sur pied. Vous pourriez faire comme faisait Sigmund de Freud, là, puis leur prescrire de la cocaïne. Si seulement. Ou encore, vous pourriez leur prescrire des recueils de pensées positives. Parce que je veux pas me vanter, mais je pense que je fais du progrès avec Jérémy. Hein, Jérémy? Oh, les pensées positives ne servent à rien. C'est une perte de temps. Mais là, regardez, sont écrites sur un fond de coucher de soleil. Ça peut juste faire du bien, ça. Non, vous perdez votre temps puis celui de tout le monde. Bla, 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 bla. Oh my God, que vous créez un environnement de travail toxique un matin. J'ai pas besoin de votre négativité, j'ai besoin d'être entouré de personnes positives qui débordent de joie de vivre, comme moi. Regardez comment je vais bien. Hey, bon morning, ma gang de you! Ginette, pour l'amour du Saint-Ciel, baisse ta musique. Ah, mon God! T'as donc bien l'air de bad humor, toi, today. Hey, excuse-les, il y a un patient qui résiste à son traitement de coloriage. C'est-tu this guy? Oui, c'est Jérémy. Ah, attends. Moitié arrangé ça. OK, mon homme. Pour être happy in life, faut que tu make ton lit, que tu t'habilles Peter Pan, puis que tu hit the dance floor aussi souvent que you can. Yeah. Je vais être bien honnête avec vous autres. En ce moment, je pense comme Marc-en-Ciel. Vous êtes bien trop défaitiste avec la dépression. Vraiment? Vraiment. Marc-en-Ciel, avec ton affaire de coucher de soleil, tu m'as fait rappeler que quand j'étais en oncologie, les personnes qui mouraient du cancer arrivaient aussi à trouver du positif dans leur maladie. Ça leur permettait d'apprécier le soutien de leur entourage ou de faire la paix avec les membres de leur famille ou même juste de pouvoir apprécier les petits bonheurs de la vie. C'est comme un coucher de soleil. Les couchers de soleil, c'est thérapeutique. Je suis désolé de miner votre optimisme, mais les personnes dépressives ne peuvent plus rien apprécier de leur vie ou de la vie en général. C'est bien là tout le drame de cette maladie. Pour eux, tout est gris, fade.
Puis même si Jérémy était capable d'apprécier les couchers de soleil, tu vois bien comme moi que la fenêtre de sa chambre, elle donne direct sur l'aile de la gériatrie. Puis je suis pas mal certain que la personne la plus positive au monde, elle serait incapable de trouver du beau dans la façon dont on traite nos vieux. Ouais? Ben, vous allez voir. Restez ici à blablater sur vos théories, puis votre pelletage de nuages, puis de prendre la souffrance des gens en légère, puis moi, ben, je vais aller faire ma job, puis trouver une façon d'aider Jérémy à mettre fin à sa souffrance. Un drôle de tourneur de phrase, ça, ma blanche. Tu sais ce que je voulais dire? Aïe aïe, she's donc ben bête. Docteur Duberger, vous vouliez me voir? Entrez, Blanche. Fermez la porte. Asseyez-vous, je vous prie. Oui? J'irai droit au but. J'aimerais que vous m'expliquiez quelle est votre expérience avec le suicide. Ben, j'en ai pas beaucoup, là, honnêtement. Avant, j'étais en oncologie, puis avant ça, en pédiatrie. Puis c'est rare là-bas qu'on a affaire à des gens tellement désespérés qu'ils veulent se suicider. Même que d'habitude, c'est des gens qui ont envie de vivre le plus longtemps possible. Je vois. Et votre expérience personnelle? Ben là, c'est personnel, ça. Je sais pas si je suis à l'aise d'en parler. Je peux comprendre. Cependant, concernant l'état suicidaire de M. Chauveau, je ne peux que constater vos réactions démesurées et non professionnelles. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi vous réagissez ainsi, afin de déterminer si vous êtes en mesure de continuer à travailler ici. Puis, si je refuse d'en parler? J'ai suffisamment de raisons pour exiger votre transfert immédiat dans une autre unité. Vous démontrez des signes palpables de détresse lorsqu'on aborde la question du suicide, ce qui vous empêche d'effectuer vos tâches régulières. Vous avez tenté d'écouter à la porte de mon bureau pendant que j'effectuais l'évaluation clinique de M. Chauveau. Lambert vous le dit? Oui, parce qu'il est préoccupé par votre attitude. Moi aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas envie de vous voir partir car j'entends que vous faites normalement un travail extraordinaire. Tout le monde ici vous apprécie, autant les employés que les patients. Je trouverais dommage de devoir vous remplacer. OK. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour prendre une décision éclairée. Je vous repose donc la question. Quelle est votre expérience personnelle avec le suicide? Excusez, c'est difficile. J'en ai jamais parlé à personne. Prenez votre temps. Tout ce que vous direz restera dans ce bureau. Et vous savez maintenant à quel point ma porte est bien isolée. Ouais, on n'entend vraiment rien. Alors? Il y a 2 ans... mon frère, il s'est suicidé. Je vois. Quel était son nom? Mathieu. Vous étiez proche? Trop proche. C'était mon frère jumeau. On se racontait absolument toutes nos vies. Puis à un moment donné, il s'est mal filé. Personne s'en est rendu compte. Il continue à sourire. Son beau grand sourire imbécile. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il voulait juste pas m'en parler. Il disait, fais-toi-en pas pour moi, Blanche. C'est juste une mauvaise passe, ça va passer. Puis un jour... Un jour? Il s'est pendu. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est moi qui l'ai trouvé. Il s'est pendu dans le bois derrière son chalet. Il aimait bien gros ça, la nature, puis il disait tout le temps, si je suis pour mourir, je veux que mon corps soit jeté dans le bois pour nourrir les coyotes. J'ai pas envie d'être enterré dans un cimetière à côté du monde que je connais pas. Quand je l'ai trouvé, ça faisait 2 jours qu'il était pendu, puis les coyotes avaient fait leur job. Ça a dû être horrible pour vous. Horrible. Excusez, j'ai pas envie d'y revoir la face, là. J'en ai assez de la revoir tous les soirs en me couchant. Je comprends.
Savez-vous pourquoi il s'est enlevé la vie? Il a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Son médecin lui donnait plus de chances de gagner à la loterie que de réussir à lui enlever cette tumeur. Il a décidé qu'il ne voulait pas qu'on le voie dépérir puis s'en aller dans la souffrance. Dites-moi, Blanche, pourquoi n'en avez-vous jamais parlé? La honte, docteur. C'est la fichue honte. J'aurais dû dire quelque chose, insister. Je savais qu'il allait pas bien, je le savais. Même s'il disait que tout était correct, je le savais. Puis j'ai pas insisté, j'aurais dû insister, j'aurais dû faire de quoi, mais j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que quand il disait qu'il était correct, ça me rassurait de le croire, puis j'avais pas envie de savoir que mon frère d'amour, il allait pas bien. Et maintenant, vous vous sentez coupable pour sa mort? C'est de ma faute. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en psychiatrie, pour me racheter, pour faire quelque chose, pour faire quelque chose pour aider les gens qui souffrent en silence. Bien. Dans un premier temps, aussi difficile que ce soit à accepter, vous n'êtes pas responsable de sa mort. C'est votre frère qui a pris la décision de s'enlever la vie. Et il est le seul responsable de ses actes. Je le sais. Dans ma tête, je le sais. Mais mon cœur, lui, il veut pas écouter ma tête. Ce sont deux voix qui sont souvent bien difficiles à faire chanter à l'unisson. Bon, doux, docteur, je pensais pas poète à ce point-là. Nous avons tous nos petits secrets, n'est-ce pas? Autrement, concernant votre avenir parmi nous, accepteriez-vous une aide professionnelle pour vous aider à surmonter votre état post-traumatique? Ben oui, c'est sûr. N'importe quoi pour continuer à travailler ici. Bien. Je ne vous promets rien. Je dois réfléchir. Mais dans tous les cas, je vais vous référer à un collègue. Merci, docteur. Juste de vous en avoir parlé, ça m'a comme fait du bien. Une dernière chose. Qu'en est-il des histoires que m'ont racontées les patients comme quoi vous entreriez dans leur tête? Hein? Je fais comme vous, là, un peu. Docteur, je les écoute, puis j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête, c'est tout. Je vois. Bonne journée. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Pas pire belle maison de campagne que vous avez là. Merci. Vous êtes? Le père de Jérémy. Oh, mais ça tombe bien, c'est lui que je viens voir. Il est dans sa chambre. Jérémy! Dans la visite! En haut. Première porte à droite. Merci. Jusqu'à ce qu'il signe un contrat lucratif mais incroyablement complexe avec la Chine. Il craque sous la pression, perd confiance en lui et échoue dans sa Jérémy? tentative misérable de mener ce contrat Jérémy? à terme. Ouais? Son entreprise Ah, fait faillite. allô Blanche. Il devient Je suis content que tu sois là. l'humanité. Je pouvais pas te dire de rentrer dans ma tête, mais j'en avais envie. Rentre. Qu'est-ce que t'écoutes? Un documentaire sur ma vie. Veux-tu l'écouter avec moi? Ah oui. Ok, je le pars. Jérémy Chauveau, un loser en puissance. À l'âge de 31 ans, Jérémy décide que c'est une bonne idée que de créer sa propre entreprise. Il se lance dans le transport de marchandises intercontinentales. Tout va bien jusqu'à ce qu'il signe un contrat lucratif mais incroyablement complexe avec la Chine. Il craque sous la pression, perd confiance en lui et échoue dans sa tentative misérable de mener ce contrat à terme. Son entreprise fait faillite. Il devient la honte de l'humanité.
Il se referme sur lui-même. Tout le monde l'abandonne. Même sa femme le quitte. Je serais quand même pas pour rester avec un loser qui est même pas capable de régler un tout petit contrat de rien pantoute. Hey, moi, j'ai besoin de quelqu'un de fort, de solide, qui sait ce qu'il fait puis qui est capable de mener ses projets à terme. Après avoir sincèrement pensé à se retirer de ce monde, Jérémy se rend en psychiatrie où il se trouve toujours. Honteux, il est incapable de parler à qui que ce soit. Jérémy Chauveau, un loser en puissance. Il a l'air d'avoir pas mal plus d'affaires dans ton documentaire. Pourquoi tu réécoutes juste ce bout-là? Parce que c'est le plus important. C'est lui qui montre que je suis rien d'autre qu'un loser, un échec, un bon à rien. Parce que t'as perdu ton entreprise? Non. C'est parce que je suis un échec que j'ai perdu mon entreprise. Tu comprends? Non. Si j'étais un gagnant, quelqu'un de fort pis de solide, j'aurais mené le contrat à terme, facile de même. Puis j'aurais plein d'argent. Puis ma femme serait encore là. Regarde, je vais remettre le documentaire, écoute comme faut, c'est tout expliqué. J'ai l'impression que tu mélanges des affaires, là. Je pense pas qu'un loser aurait réussi à créer une compagnie qui signe des contrats avec la Chine. Ah, c'est toi qui mélanges les affaires, là, Blanche. C'était perdu d'avance. Je suis un loser qui a fait la gaffe d'avoir de l'ambition. Ça pouvait juste mal se terminer. Pourquoi t'as parti ton entreprise d'abord? Ah, ça? C'est parce qu'il fallait bien que j'essaye de me prouver au monde, hein? Jérémy, Ouais, pas. je voulais juste te rappeler que je t'aime pas. Pis que t'es pas important pour moi. Merci, pas. Y a rien que tu peux faire pour que je sois fier de toi. Je sais pas. Franchement, tu devrais pas croire ce qu'il dit. Ou au moins, tu devrais te tenir avec d'autres personnes qui vont te remonter le moral. Ah ouais? Quelle autre personne? J'ai plus personne dans ma vie. Ah, au début, le monde était là pour me supporter. Mais quand ils ont vu que ma situation s'arrangeait pas, ils sont disparus. Un par un. Ils étaient fâchés. Frustrés que je sois pas capable de faire de quoi d'aussi simple que de me ressaisir puis d'être heureux puis positif. Ils disaient, t'as juste à regarder le bon côté des choses puis tout va bien aller. Ben, tu sais quoi, Blanche? Je suis même pas capable de faire ça. J'échoue à faire un truc aussi simple que de me ressaisir. Tu vois-tu à quel point je suis un loser? Mais non, t'es pas un loser. T'as un projet qui a échoué, c'est tout. T'es bien fine d'essayer, mais ça donne à rien. Y a rien à faire avec moi. J'ai pas été en mesure de faire ce qu'on attendait de moi. Puis là, je suis en psychiatrie. Je suis devenu un fardeau. Vous me demandez juste de me lever puis de m'habiller ou de faire du coloriage. Puis je suis même pas capable de faire ça. Mais c'est gentil d'essayer. Jérémy, t'es pas un fardeau. Ça arrive à tout le monde d'avoir une passe tough. La dépression, ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Puis nous autres, on est là pour te supporter puis t'aider à remonter la pente. Vous perdez votre temps. J'en vaut pas la peine. Ah ouais? Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi t'es venu nous voir pour qu'on t'aide. Pourquoi t'as fait l'effort de t'en sortir si t'en vaut pas la peine? Parce que... J'imagine que je veux pas mourir. Qu'est-ce que tu veux? Aller bien. Être heureux. Apprécier les couchers de soleil. On peut t'aider. Tu penses? Oui. Tu devrais faire jouer ta cassette à Dr. Rebecca. Elle va t'aider à trouver un nouveau sens à ton film. Puis elle peut même t'aider à réécrire certaines scènes. Blanche? Puis elle va sûrement t'aider à te faire comprendre que t'es rendu un adulte puis que t'as pas besoin d'avoir ton père qui est là pour te contrôler. Blanche? Puis avec les antidépresseurs, ça devrait te donner un bon coup de main pour retrouver ton énergie. Puis... Madame Lacroix. Docteur Duberger? Madame Lacroix, qu'est-ce que vous faisiez, les yeux fermés, les doigts sur les tempes de Monsieur Chauveau? Je... Dans mon bureau, immédiatement.
Blanche Lacroix se fait une tête est rendue possible grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins du Plateau Montcalm et la direction des programmes en santé mentale et en dépendance. La série est coproduite par la Croix-Blanche. L'émission est une idée originale de J-Man à partir du personnage de Blanche Lacroix créé par Alain Bilodeau. Les textes sont signés par J-Man et Madeleine Drolet-Valiquette. Le rôle de Blanche Lacroix et tous les personnages féminins sont interprétés par Geneviève Boivin. Les personnages masculins sont interprétés par Juan Arango. La musique et le montage ont été faits par J-Man. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, soit Javiera, Jessie, Sandrine Rousseau, Luc Vigneault, Jessica, Yasmina Lalou, l'équipe d'Autopsie ainsi que l'équipe de la Maison L'Éclaircie.